Après 5 ans de relation, mon fiancé m'a dit qu'il n'était plus sûr de vouloir m'épouser. Puis, il a plaisanté devant ses amis en disant « Si tu étais plus jolie, je t'épouserais ». Ce matin, sa mère m'a appelé en larmes. Dominique et moi sommes ensemble depuis un peu plus de 5 ans, fiancés depuis 8 mois. Nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'amis communs lors d'une pendaison de crémaillère, juste 2 personnes qui se sont bien entendues grâce à une haine commune des hippas et un amour des dessins animés des années 90. Notre relation a évolué à un rythme confortable, 1 an de relation, emménagement ensemble après 2 ans, adoption de notre chat, Beans, après 3 ans, et fiançailles l'été dernier. La demande en mariage n'était pas extravagante, juste une randonnée un samedi matin jusqu'à notre point de vue préféré, où il a maladroitement sorti la boîte contenant la bague de sa poche. J'ai dit oui immédiatement. Nous avons fixé la date pour octobre et avons commencé à planifier doucement. Enfin, surtout moi qui planifiais pendant qu'il acquiesçait. Il y a environ 3 mois, Dominique a commencé à faire des commentaires étranges lorsque nous parlions du mariage. Rien de franchement négatif, juste des hésitations. Quand je lui montrais des lieux potentiels, il disait des choses comme « C'est beaucoup d'argent pour une seule journée ou a-t-on vraiment besoin d'inviter autant de monde ?» J'ai mis ça sur le compte du comportement typique des hommes ou des préoccupations budgétaires. Puis, il a commencé à répondre tardivement à mes messages sur l'organisation du mariage. Je lui envoyais des options de traiteur, et il répondait des heures plus tard avec un simple « ça a l'air bien » ou « comme tu veux ». Quand je lui demandais si tout allait bien, il disait qu'il était juste occupé au travail. Son entreprise de construction avait pris de gros projets, donc cela faisait sens. Le mois dernier, il a commencé à sortir plus souvent avec son collègue Paul. Ils allaient boire des bières après le travail ou regarder des matchs chez Paul. Rien d'anormal, juste plus fréquent qu'avant. Mais quand il rentrait, il semblait distant, passait plus de temps sur son téléphone et était moins affectueux. J'ai essayé d'en parler à ma meilleure amie Lina. Elle a suggéré que c'était peut-être du stress avant le mariage et m'a conseillé d'organiser un rendez-vous pour nous reconnecter. Vendredi dernier, j'ai donc réservé une table dans un nouveau restaurant italien en ville, mis une jolie robe, pas trop habillée, juste quelque chose que je n'avais pas porté depuis un moment, et même acheté la bière préférée de Dominique pour l'attendre dans le frigo. Le rendez-vous a été un désastre. Il était distrait pendant tout le dîner, participait à peine à la conversation. Quand j'ai abordé la question de finaliser les plans pour notre lune de miel, il a lâché la bombe, il n'était pas sûr d'être prêt pour tout ça. Pas seulement la lune de miel, mais le mariage, le fait d'être marié, tout. J'étais sous le choc. 5 ans ensemble, 8 mois fiancés, et maintenant il n'était plus sûr. Quand j'ai insisté, il a parlé de ses conversations avec Paul sur comment le mariage change tout et a mentionné le divorce compliqué du frère de Paul. La discussion a vite dégénéré, moi essayant de ne pas faire de scène dans le restaurant alors que mon monde s'écroulait. Nous avons à peine touché à nos plats. Le trajet du retour s'est fait en silence, pesant. À l'appartement, il a évité toute autre discussion, disant qu'il avait besoin de temps pour réfléchir, avant de dormir sur le canapé. Le lendemain matin était terriblement gênant. Nous nous déplacions comme 2 étrangers partageant un Airbnb. Il a mentionné qu'il allait retrouver Paul et des collègues pour déjeuner et regarder un match au Rustinel, un bar sportif en ville. J'étais trop épuisé émotionnellement pour protester. Quelques heures plus tard, Lina m'a appelé et m'a convaincu de sortir de l'appartement. Nous sommes allés prendre un café et j'ai tout déballé. Lina a écouté patiemment, suggérant encore une fois que c'était peut-être juste du stress d'avant-mariage. Après le café, nous avons traîné chez Target, mon activité anti-stress habituelle. J'ai acheté des coussins inutiles et un nouveau shampoing, parce que la thérapie par le shopping, ça reste de la thérapie, non? En début de soirée, je me sentais plus calme et j'ai décidé de rentrer. Je venais de me garer devant notre immeuble quand j'ai reçu un message de Killer, un collègue de Dominique que j'avais rencontré à la soirée de Noël de l'entreprise. Il me demandait si j'allais bien, mentionnant que les choses avaient pris une drôle de tournure au Rustinel. Plutôt que de répondre par texto, je l'ai appelé. Il semblait mal à l'aise, d'abord hésitant à me raconter. Avec un peu d'insistance, il a fini par lâcher l'histoire. Les gars taquinaient Dominique sur les préparatifs du mariage, et quand Paul lui a demandé s'il était prêt à être avec une seule femme pour toujours, Dominique a exprimé des doutes sur le moment choisi pour se marier. Quand Paul lui a demandé ce qui le freinait, Dominique, qui était apparemment ivre, a lâché quelque chose comme « si elle était plus jolie, je serais plus enthousiaste à l'idée de l'épouser ». Puis il a ri, comme si c'était une blague. Killer m'a dit que lui et d'autres collègues avaient réprimandé Dominique pour ce commentaire, mais qu'il s'était braqué en disant qu'il ne savait pas prendre une blague. J'ai pleuré dans ma voiture pendant 20 minutes après cet appel. L'homme que j'aimais depuis 5 ans, qui était censé m'aimer, avait publiquement plaisanté sur mon apparence comme étant la raison de ses hésitations à m'épouser. Quand je suis finalement rentré, Dominique était affalé sur le canapé, toujours habillé, l'appartement sentait la bière éventée. J'ai pris Beans avec moi et me suis enfermé dans la chambre. Dimanche matin, je me suis réveillé avec l'odeur du café et du bacon, le petit déjeuner standard de Dominique pour s'excuser. Il avait l'air mal en point, visiblement espérant que la nourriture arrangerait tout.
Quand je l'ai confronté sur ce que Killer m'avait raconté, son visage est tombé. Il a immédiatement essayé de minimiser, affirmant qu'il était saoulé et avait été idiot. D'après lui, les gars le charriaient sur le mariage, et il avait dit quelque chose de stupide pour les faire taire. Son excuse du « les mecs sont comme ça » n'a fait qu'empirer les choses. Nous nous sommes disputés sur la façon dont il avait pu m'humilier devant ses amis, lui insistant que ce n'était pas son intention. Il a essayé d'expliquer qu'il était stressé par les coups du mariage et la pression, mais je n'arrivais pas à dépasser le fait qu'il avait utilisé mon apparence comme le ressort d'une blague cruelle. Je ne pouvais pas rester dans l'appartement avec lui. J'ai pris mon sac et suis allé chez Elliot, mon frère. Il a toujours été mon refuge dans les moments difficiles. Quand je lui ai raconté, il était furieux, prêt à aller affronter Dominique. J'ai réussi à le calmer, expliquant que j'avais juste besoin d'espace et d'un endroit où réfléchir. Tout le dimanche, Dominique m'a envoyé des messages d'excuses, me suppliant de rentrer pour parler. Je n'ai répondu qu'une fois, pour dire que j'avais besoin de temps. Lundi matin, je n'ai pas eu le courage d'aller au travail. À 9 h, j'ai reçu un appel de Valérie, la mère de Dominique. Nous avons toujours eu une bonne relation. Elle a toujours été plus favorable à notre couple que ma propre mère, qui vit en Floride avec son 3e mari. Elle semblait bouleversée, disant que Dominique l'avait appelée la veille au soir et qu'il y avait quelque chose d'important que je devais savoir. Elle m'a demandé si nous pouvions nous retrouver quelque part pour parler, et c'est là où je suis maintenant. Assise dans ma voiture devant le café où je suis censé rencontrer Valérie dans 15 minutes, me demandant ce qu'il pourrait encore y avoir à savoir et si ma relation de 5 ans est complètement terminée. Je n'aurais jamais pensé écrire ce post. Je regarde sans cesse ma bague de fiançailles, me demandant si j'aurais dû voir ça venir. Ai-je été aveugle ou est-ce que tout a vraiment changé si soudainement? Dois-je écouter Valérie? Qu'est-ce qu'elle pourrait bien me dire qui rendrait tout cela acceptable? Mise à jour 1. Tout d'abord, merci à tous pour le soutien incroyable sur mon post initial. Je ne m'attendais pas à recevoir des milliers de commentaires. J'ai essayé d'en lire autant que possible entre 2 crises de larmes et des sessions de grignotage d'urgence avec les Oreos de mon frère. Pour ceux qui demandent, oui, j'ai rencontré Valérie, la mère de Dominique, et j'en parlerai à la fin de cette mise à jour. Beaucoup de choses se sont passées ces 2 derniers jours, et j'essaie encore de tout assimiler. Après avoir posté lundi, j'ai encore une fois appelé mon travail pour dire que j'étais malade. Mon patron a été compréhensif. Je n'avais pris que 2 jours de maladie au cours de l'année passée, et apparemment, j'avais l'air d'un cadavre au téléphone. J'ai passé la majeure partie de la matinée dans la chambre d'amis débarras d'Elliot, à faire défiler vos commentaires en essayant de rassembler mes idées. Vers midi, Lina est passée pendant sa pause déjeuner avec des sandwichs du traiteur près de l'hôpital où elle travaille. Je n'avais presque rien mangé depuis dimanche, alors même si je n'avais pas faim, je me suis forcé à prendre quelques bouchées. Lina m'a rappelé doucement que je ne pourrais pas éviter Dominique indéfiniment. Nous vivions ensemble, avions des comptes communs, et il faudrait bien finir par parler. Elle avait raison, évidemment. Je ne pouvais pas me cacher chez mon frère éternellement, surtout que la copine d'Elliot venait dîner ce soir-là. La dernière chose que je voulais, c'était être la fille triste de leur soirée tacos du mardi. Après le départ de Lina, j'ai pris une douche, enfilé un sweatshirt d'Elliot, ne me jugez pas, c'était réconfortant, et j'ai conduit jusqu'à mon appartement. Tout le long du trajet, j'ai répété dans ma tête ce que je voulais dire. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas pleurer. J'allais rester calme et mature et obtenir des réponses. En arrivant sur notre place de parking, j'ai remarqué que le pick-up de Dominique était là. Il aurait dû être au travail. Mon estomac s'est noué alors que je montais les escaliers jusqu'à notre appartement au 2e étage. J'ai déverrouillé la porte pour le trouver affalé sur le canapé en jogging, l'air épuisé, entouré des classeurs de planification de mariage que j'avais préparés ces 8 derniers mois. Bean s'était recroquevillé à côté de lui, ce petit traître. Il avait l'air surpris et soulagé de me voir. Quand je lui ai demandé pourquoi il n'était pas au travail, il m'a dit qu'il avait pris un congé personnel. Apparemment, il avait passé du temps à parcourir tous les plans du mariage, essayant de comprendre comment il avait pu tout gâcher à ce point. Je suis resté debout près de la porte, pas prête à m'asseoir à côté de lui, et je lui ai dit que revoir nos plans de mariage ne réparerait pas ce qu'il avait dit. Ce qui a suivi était une longue et difficile conversation. Il s'est encore excusé pour son commentaire au bar, le qualifiant d'inexcusable et affirmant qu'il n'y croyait même pas. Quand je lui ai demandé pourquoi il dirait quelque chose qu'il ne pensait pas, il a expliqué qu'il essayait d'avoir l'air cool devant ses amis, ce qui n'a fait que me mettre encore plus en colère. J'ai mentionné ses commentaires au dîner, avant même l'incident du bar, lui rappelant qu'il avait déjà exprimé des doutes sur notre mariage alors qu'il était sobre. Il a admis qu'il se sentait stressé par plusieurs choses, un projet en retard au travail, les histoires d'horreur de Paul sur le mariage, et l'anxiété liée au budget du mariage. Mais au lieu de m'en parler, il avait tout refoulé jusqu'à ce que ça explose de la pire façon possible. Au fil de la conversation, il a révélé quelque chose de nouveau, des craintes de devenir comme son père. Dominique parlait rarement de son père, qu'il avait quitté quand il avait 12 ans après avoir eu une liaison avec une collègue et être parti en Arizona fonder une nouvelle famille.
Bien qu'il ait toujours insisté sur le fait que cela ne l'avait pas trop affecté, il a maintenant avoué qu'il craignait d'avoir une prédisposition génétique à tromper ou abandonner sa famille. Je lui ai fait remarquer qu'il n'était pas son père et que la génétique ne dictait pas les choix relationnels. Sa réponse en disait long. Il se demandait s'il pouvait vraiment promettre pour toujours, quand pour toujours lui semblait impossible après ce qu'il avait vu en grandissant. Quand je lui ai demandé s'il avait partagé ses peurs avec quelqu'un d'autre, il a hésité avant d'admettre qu'il en avait parfois parlé avec Killer. Apparemment, il s'était rapproché depuis que Killer avait rejoint l'entreprise, et ce dernier avait aussi vécu des difficultés relationnelles. J'ai compris alors pourquoi Killer m'avait appelé après l'incident du bar. Il savait déjà que Dominique avait des doutes. La conversation a pris un autre tournant difficile quand je lui ai demandé exactement ce qu'il ressentait. Sa réponse était douloureusement honnête, il se sentait effrayé, dépassé et incertain à propos du mariage, malgré le fait qu'il m'aimait. Il m'a expliqué qu'il n'arrêtait pas de penser à ses parents, qui semblaient heureux jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus, et qu'il craignait de recréer la même situation avec nous. Je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas partagé ses sentiments plus tôt. Il a répondu qu'il avait peur que je pense qu'il ne m'aimait pas assez. L'ironie ne m'a pas échappé. En cachant ses craintes, il avait créé exactement la situation qu'il cherchait à éviter. Quand j'ai voulu savoir si sa blague sur mon apparence reflétait un véritable manque d'attirance, il a insisté sur le fait qu'il m'avait toujours trouvée belle. Il a évoqué notre première rencontre à la pendaison de crémaillère, mentionnant des détails précis sur mon pull vert et ses terribles compétences au beer pong. Selon lui, son commentaire venait d'une insécurité et d'une tentative maladroite de garder le contrôle devant ses amis plutôt que de paraître piégé. Alors que nous continuions à parler, j'ai posé une question cruciale, ses doutes portaient-ils sur le mariage en général ou sur le fait de m'épouser moi spécifiquement? Son hésitation avant de répondre m'a tout dit. Il a finalement admis que, bien que ses peurs concernaient principalement le mariage et l'engagement, une partie de lui se demandait si nous étions faits l'un pour l'autre à long terme. Cela m'a blessé plus encore que son commentaire sur mon apparence. 5 ans ensemble, et il se demandait encore si nous étions compatibles? Quand j'ai insisté pour avoir des précisions, il a évoqué le fait que nous avions changé depuis le début de la vingtaine, mon besoin accru d'organisation par rapport à ma spontanéité d'autrefois, ses rêves abandonnés d'ouvrir sa propre entreprise. Bien que j'ai souligné que la croissance et le changement sont normaux dans une relation, il s'est interrogé sur le fait de savoir si nous avions grandi ensemble ou séparément. À ce stade, je me sentais émotionnellement épuisé. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour tout assimiler, son humiliation publique, ses doutes cachés et maintenant son incertitude quant à notre compatibilité. Il a supplié que nous traversions cette épreuve ensemble, proposant d'essayer une thérapie ou un conseil conjugal, mais je suis resté ferme sur le fait que j'avais besoin d'espace. Alors que j'étais sur le point de préparer plus d'affaires, il m'a mentionné que mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. J'ai regardé et vu 3 appels manqués de Valérie. Avec tout ce qui se passait, j'avais complètement oublié notre rendez-vous au café. Quand j'ai mentionné cela à Dominique, son expression est passée de la confusion à l'inquiétude. Il a demandé ce que sa mère voulait me dire, et j'ai expliqué qu'elle m'avait appelé en pleurant la veille au matin, disant qu'elle devait me parler de quelque chose d'important après son appel du dimanche soir. Sa réaction en disait long. Le sang a quitté son visage, et il a évité mon regard. Quand je lui ai demandé ce qu'il lui avait dit, il a vaguement évoqué leur dispute et ses doutes, mais son évasivité m'a rendu méfiante. En insistant, il a répondu que ce n'était pas à lui d'expliquer et que je devrais entendre cela directement de sa mère. Je me suis éloigné pour rappeler Valérie. Elle a décroché immédiatement, inquiète que je ne sois pas venu à notre rendez-vous. J'ai expliqué que j'étais à l'appartement en train de parler avec Dominique. Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose d'important à me dire et a proposé qu'on se voie tout de suite. Sa voix a semblé étrange quand j'ai mentionné être avec Dominique, ce qui a renforcé ma suspicion qu'il y avait quelque chose d'important que j'ignorais. Après avoir convenu de la rencontrer dans 30 minutes, j'ai confronté Dominique à nouveau, demandant ce que sa mère savait que je ne savais pas. Il a enfin levé les yeux, avec une expression mêlant culpabilité et résignation. Il a dit qu'il aurait dû me le dire lui-même et a suggéré que je parle à sa mère, proposant de ne pas être là à mon retour si c'est ce que je voulais. J'ai rapidement emballé assez d'affaires pour une semaine, avec mes affaires de toilette et mon ordinateur portable. À la porte, Dominique m'a dit qu'il m'aimait, mais j'ai répondu que parfois, l'amour ne suffisait pas. En route pour voir Valérie, Karina, la sœur de Dominique, m'a appelé. Elle semblait clairement inquiète, demandant ce qui se passait entre Dominique et moi. Elle a mentionné avoir entendu parler de l'incident au bar par Paul et noté que Dominique ne répondait pas à ses messages, alors que leur mère semblait bouleversée. Quand j'ai expliqué que j'allais rencontrer Valérie, Karina a paru surprise et m'a demandé si la rencontre concernait Maria. Ce nom m'a frappé comme un camion. Maria? Qu'est-ce que Maria vient faire là-dedans? La réaction choquée de Karina et sa tentative rapide de se rattraper m'ont dit qu'elle avait accidentellement révélé quelque chose d'important. Elle s'est excusée et m'a supplié d'écouter Valérie, refusant d'en dire plus malgré mes insistances. En arrivant sur le parking du café, j'ai repéré Valérie, déjà assise à une table près de la fenêtre. Ses yeux étaient rouges et gonflés.
Quoi qu'elle allait me dire, j'avais le pressentiment que cela allait tout changer. Mon téléphone a vibré alors que je marchais vers sa table. C'était un message de Dominique. Quoi que ma mère te dise, souviens-toi que je t'aime. J'ai juste eu peur et j'ai fait de terribles erreurs. Je comprendrai si tu ne peux pas me pardonner. J'ai rangé mon téléphone, pris une grande inspiration et me suis assise en face de Valérie. Mise à jour 2. Merci à tous pour votre soutien sur mes posts précédents. Lire vos commentaires a été à la fois réconfortant et bouleversant. Je n'ai pas pu répondre à beaucoup, mais sachez que je les ai lus et que j'apprécie vos conseils. J'écris ceci depuis un nouvel endroit, l'appartement de Lina. Après ma rencontre avec Valérie hier, je ne pouvais pas affronter l'idée de retourner chez Elliot ou à mon appartement. Lina a un canapé-lit légèrement plus confortable que le futon du débarras d'Elliot. Et son chat, Pépère, ne me juge pas quand je pleure dans mes céréales à 2 heures du matin. Alors, cette rencontre avec Valérie. Par où commencer? Le café était bondé pour un mardi après-midi. Une université locale venait de terminer ses cours, et des étudiants avec leurs ordinateurs portables occupaient la plupart des tables. Valérie avait réussi à avoir une banquette dans un coin, du genre avec un dossier qui donne au moins l'illusion d'un peu d'intimité. Elle avait l'air différente de la dernière fois que je l'avais vue, lors de notre dîner familial mensuel il y a 3 semaines. Son carré impeccable était légèrement en désordre, et elle ne portait aucun maquillage. En 5 ans, je ne l'avais jamais vue sans au moins du mascara et du rouge à lèvres. Elle n'est pas vaniteuse, c'est juste sa routine, comme certaines personnes qui ne peuvent pas commencer leur journée sans café. Quand je suis arrivé, elle s'est levée pour me prendre dans ses bras. Elle sentait comme ces feuilles assouplissantes à la lavande qu'elle utilise toujours. J'ai commandé un café noir, alors qu'en réalité, j'aurais préféré une de ces boissons au caramel avec de la crème fouettée. Mais ça me semblait mal de commander quelque chose de frivole pour cette conversation. Après quelques banalités maladroites, Valérie est entrée dans le vif du sujet. Dominique l'avait appelée dimanche soir, en pleine crise émotionnelle. Bien qu'elle reconnaisse que ses peurs de l'engagement et de devenir comme son père étaient bien réelles, il y avait quelque chose de bien plus immédiat derrière son comportement. Maria. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Maria, la nouvelle coordinatrice de projet dans l'entreprise de Dominique, la femme qu'il avait mentionnée quelques fois en passant. Valérie m'a expliqué, en déchiquetant nerveusement une serviette en petits morceaux, que Dominique avait développé des sentiments pour Maria ces derniers mois. Rien de physique ne s'était passé, du moins selon ce qu'il avait dit à sa mère. Il y avait cependant une connexion émotionnelle qui l'amenait à remettre en question toute notre relation. Je suis resté là, essayant de digérer cette information, ayant l'impression que le café penchait sur le côté. Pendant que Valérie continuait à parler, je faisais mentalement des connexions, reconstituant une chronologie. Maria avait commencé à travailler dans l'entreprise de Dominique autour du Nouvel An. Je l'avais brièvement rencontrée lors de la fête de fin d'année de la société en mars. À ce moment-là, Dominique agissait déjà différemment, plus distant, regardant constamment son téléphone, passant plus de temps avec ses collègues. Ce que j'avais mis sur le compte du stress lié à son gros projet ressemblait maintenant à toute autre chose. Quand j'ai demandé à Valérie pourquoi elle me disait tout cela au lieu de protéger son fils, ses yeux se sont remplis de larmes. Le parallèle avec l'échec de son propre mariage est devenu évident lorsqu'elle a partagé plus de détails. Avant que le père de Dominique ne parte en Arizona avec sa collègue, il y avait eu des mois de distance, de remarques blessantes et de disputes fabriquées, tout cela dans le but de créer une séparation plutôt que d'admettre la vérité. Elle ne voulait pas voir l'histoire se répéter, que je sois laissé dans l'ignorance pendant que Dominique choisissait la lâcheté. Le commentaire au bar prenait soudainement un autre sens, ce n'était pas juste de la stupidité alcoolisée, mais une tentative inconsciente de saboter notre relation pour ne pas avoir à faire le choix difficile lui-même. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Valérie m'a confié davantage sur son expérience. Comment elle avait essayé de sauver son mariage même après avoir découvert l'infidélité, comment elle s'était blâmée de ne pas être assez. Avant que nous ne nous séparions sur le parking, elle m'a dit quelque chose qui résonne encore en moi. La leçon la plus difficile que j'ai apprise, c'est que tu ne peux pas forcer quelqu'un à te choisir. Soit il le fait, soit il ne le fait pas. Tout ce qu'il y a entre les deux ne fait que retarder l'inévitable. Je suis resté longtemps assise dans ma voiture après ça, fixant mon téléphone. Il y avait 3 nouveaux messages de Dominique, tous des variantes de « je suis désolé et je t'aime », mais pas une seule mention de Maria. Il me cachait encore une partie de la vérité. Au lieu de lui répondre, j'ai appelé Lina et lui ai demandé si je pouvais dormir chez elle. Elle n'a pas hésité, n'a pas posé de questions, elle m'a juste dit qu'elle préparait déjà le canapé-lit et qu'elle pouvait ramener le dîner en rentrant. C'est le genre d'ami que tout le monde mérite en temps de crise. Finalement, j'ai envoyé un message à Dominique. Je sais pour Maria. Ne me contacte plus tant que tu n'es pas prêt à me dire toute la vérité. Je viendrai récupérer d'autres affaires demain pendant que tu seras au travail. Puis je l'ai bloqué. Pas définitivement, juste pour la nuit. J'avais besoin d'espace pour réfléchir sans ses explications ou ses justifications. Sur la route vers chez Lina, Karina a appelé. La conversation a confirmé ce que Valérie m'avait dit et a ajouté une nouvelle couche à l'histoire.
Elle avait surpris une conversation entre Dominique et Paul jeudi dernier. Elle avait confronté son frère et lui avait fait promettre d'être honnête avec moi après le week-end. Évidemment, il n'avait pas tenu cette promesse. Ce qui m'a le plus surprise, c'est le soutien indéfectible de Karina. Malgré le fait qu'elle soit la sœur de Dominique, elle a clairement fait savoir qu'elle était de mon côté dans cette situation. J'ai ressenti un énorme soulagement. J'avais peur de perdre non seulement Dominique, mais aussi toute sa famille, qui était devenue la mienne au fil des années. L'appartement de Lina était exactement ce dont j'avais besoin cette nuit-là. Un espace neutre où je pouvais juste être, sans avoir à tout expliquer. Nous avons mangé de la nourriture thaïlandaise assise par terre dans son salon. Sa table basse était recouverte de papier pour son cours en ligne. Nous avons regardé une compétition de pâtisserie, sans vraiment suivre. La banalité de ce moment était comme une bouée de sauvetage au milieu de ma tempête émotionnelle. Après que Lina soit allée se coucher, je suis resté debout à faire défiler des photos sur mon téléphone. 5 ans de souvenirs avec Dominique. Des vacances, des fêtes, des selfies pris au hasard lors de journées ordinaires. Nos photos de fiançailles nous montraient souriants comme si nous avions gagné à la loterie. Je faisais mentalement des plans pour le lendemain. Aller à l'appartement pendant que Dominique était au travail, emballer plus d'affaires, peut-être parler au propriétaire de la rupture du bail. Quand mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. « Margot, c'est Maria. Je sais que tu as bloqué Dominique. Peut-on se voir demain? Il y a des choses que tu devrais savoir. Juste toi et moi. » Je suis resté à fixer le message longtemps, le cœur battant. Qu'est-ce qui pouvait bien rester à découvrir? Et pourquoi cette femme voulait-elle me le dire directement? Après ce qui m'a semblé une heure, mais qui n'était probablement que quelques minutes, j'ai tapé une réponse. Où et quand? Mise à jour 3. D'abord, merci à tous pour le soutien énorme sur mes posts précédents. J'ai lu vos commentaires pendant mes nuits blanches, et ils m'ont plus aidé que vous ne le pensez. Pour ceux qui demandent comment je vais, je survis. Certains moments sont plus faciles que d'autres. La rencontre avec Maria a eu lieu, et elle ne s'est pas du tout déroulée comme je l'imaginais. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café près du parc. Un terrain neutre, je suppose. Quand je suis arrivé, elle était déjà là, faisant défiler son téléphone nerveusement. Elle avait l'air différente de mes souvenirs de la fête d'entreprise. Moins apprêtée, plus humaine, d'une certaine manière. Ses cheveux étaient attachés en un chignon décoiffé, et elle portait peu de maquillage. Ce qui m'a immédiatement frappé, c'est son malaise évident. Si elle avait eu une liaison secrète avec mon fiancé, ne devrait-elle pas être plus assurée? Au lieu de ça, elle jouait nerveusement avec sa tasse de café, et évitait mon regard. La conversation a révélé 2 énormes bombes. D'abord, Maria n'avait aucune idée que Dominique avait des sentiments pour elle avant que Paul ne le mentionne en passant la semaine dernière. Selon elle, elle et Dominique avaient travaillé en étroite collaboration sur un projet, échangeant parfois des messages sur le travail après les heures de bureau, mais rien qui dépasse la ligne d'après elle. Elle n'avait jamais flirté avec lui ni encouragé quoi que ce soit au-delà d'une amitié. Elle m'a montré leur historique de messages, principalement du travail, quelques mèmes, rien de romantique ou d'inapproprié. Elle avait même un copain depuis 3 ans qui se joignait parfois à leurs after-work. La deuxième révélation concernait Paul. Apparemment, il avait intentionnellement semé la pagaille. Maria l'avait entendu au bureau encourager Dominique à explorer ses options avant de s'engager, mentionnant spécifiquement qu'elle le comprenait mieux que moi. Il avait fait courir à tout le monde que Dominique avait des doutes sur le mariage, plaisantant sur le fait qu'il se sentait piégé et qu'il allait perdre sa liberté. À la fin de notre rencontre, je me sentais étrangement calme. Maria n'était pas la méchante que j'avais imaginée. Elle était juste une spectatrice prise dans la manipulation de Paul et la faiblesse de Dominique. Avant de partir, elle m'a dit quelque chose qui m'a marqué. Tu as l'air d'une femme qui connaît sa valeur. Ne laisse personne te la faire douter. Je suis sorti de ce rendez-vous avec une nouvelle perspective et un plan. Ce n'était plus seulement une histoire entre Dominique et moi. Il s'agissait de l'influence toxique de Paul, de l'histoire familiale de Dominique et de la place que j'avais dans tout cela. J'ai envoyé un message à Karina après, lui demandant si elle pouvait organiser une réunion familiale chez elle. Un terrain neutre, car je n'étais pas encore prête à me retrouver seule avec Dominique. Elle a accepté immédiatement. Ce qui m'amène au dîner d'hier soir. Karina avait tout préparé dans son petit appartement chaleureux. Elle avait commandé des plats chez cet Italien près de chez elle. Rien de sophistiqué, juste des pâtes et une salade. Valérie est arrivée la première, puis Paul, que Karina avait insisté pour inviter, et enfin Dominique, qui avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Les 20 premières minutes ont été atroces. Nous étions tous assis autour de la table de Karina, poussant les pâtes dans nos assiettes, parlant de la pluie et du beau temps, et du nouveau meuble de Karina. L'éléphant dans la pièce était pratiquement en train de nous voler notre nourriture, mais personne ne voulait être le premier à l'ignorer. Finalement, Valérie a brisé le silence en disant franchement que nous n'étions pas là pour une réunion sociale, mais pour parler de ce qui se passait et trouver une solution. Cela a ouvert les vannes.
J'ai partagé ce que j'avais appris de Maria, en observant attentivement le visage de Paul pendant que je parlais. La façon dont son expression est passée de la confusion à la défensive m'a tout dit. Il a essayé de m'interrompre, prétendant qu'il ne faisait que veiller sur son ami, mais Karina l'a immédiatement fait taire. Dominique est resté silencieux pour la plupart du temps, fixant son assiette à peine entamée. Lorsqu'on l'a directement interrogé, il a admis que Maria avait simplement été amicale, mais qu'il avait transformé cela en autre chose parce qu'il avait peur de devenir comme son père. Valérie a visiblement tressailli en entendant cette remarque. Quand j'ai évoqué la blague au bar, Dominique avait l'air vraiment honteux. Il a admis que cela n'avait rien à voir avec Maria. C'était juste lui qui agissait en lâche. Paul le taquinait sur le fait d'être dominé, et au lieu de défendre notre relation, il avait dit quelque chose d'horrible pour avoir l'air cool. Selon Dominique, il ne s'agissait jamais de mon apparence. Paul a essayé de minimiser la situation en la qualifiant de simple conversation entre mecs, mais Karina a rappelé à tout le monde que Dominique et moi étions censés nous marier dans 3 mois. Cette simple déclaration, ce rappel de la date imminente du mariage, m'a frappé comme un coup physique. Les faire-part étaient envoyés, les acomptes payés, ma robe attendait les dernières retouches dans la chambre d'amis de Lina. C'est à ce moment-là que j'ai dit calmement que je ne pensais plus que le mariage aurait lieu. La pièce est devenue silencieuse. Dominique a commencé à protester, mais je l'ai coupé. J'ai expliqué comment j'avais passé la dernière semaine à essayer de comprendre comment nous en étions arrivés là. Ce que j'avais réalisé, c'est que ce n'était pas seulement à propos de Maria, ni de cette blague, ni même de l'influence toxique de Paul. Il s'agissait du fait que Dominique n'avait pas été honnête avec moi, ni avec lui-même. Je leur ai dit comment j'avais ignoré les signes pendant des mois, son désintérêt pour l'organisation du mariage, son temps accru passé avec Paul, sa distance émotionnelle. J'avais trouvé des excuses parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité. Mais je méritais quelqu'un qui était sûr de moi, quelqu'un qui n'avait pas besoin d'une intervention familiale pour comprendre ses propres sentiments. Paul a fait un commentaire sarcastique sur le fait que j'étais dramatique, ce qui lui a valu un tais-toi simultané de la part de Valérie et Karina. Dominique a insisté sur le fait qu'il était certain de m'aimer, mais qu'il avait juste peur de tout gâcher. Je lui ai fait remarquer qu'il l'avait déjà fait. La conversation a continué pendant des heures. Il y a eu des larmes, des paroles dures, surtout entre Karina et Paul, et des vérités difficiles à entendre. Nous avons ressassé d'anciennes blessures et en avons découvert de nouvelles. Vers minuit, épuisés émotionnellement, nous sommes arrivés à une conclusion inévitable. Le mariage était annulé. Notre relation de 5 ans avait suivi son cours. Ce n'était ni une dispute explosive, ni un départ dramatique. Juste une reconnaissance mutuelle que quelque chose de fondamental s'était brisé entre nous. La confiance. Peut-être qu'elle pourrait être reconstruite un jour, mais pas à temps pour un mariage en octobre. Pas avec Maria toujours dans la même entreprise que Dominique, pas avec l'écho de cette blague encore entre nous. Karina m'a ramené chez Lina après, en m'assurant que cela ne changeait rien à notre relation. Pour elle, j'étais toujours de la famille, quoi qu'il arrive avec Dominique. Quand je suis arrivé à l'appartement de Lina, je me suis assise dans le canapé-lit, dans le noir, laissant la réalité m'envahir. 5 ans, envolés. Mariage, annulé. Avenir, incertain. Je n'ai pas pleuré tout de suite. J'ai d'abord fait une liste dans l'application Notes de mon téléphone. Appeler la salle pour annuler, acompte probablement perdu. Rendre la bague. Contacter les invités. Déménager mes affaires de l'appartement. Changer mon statut de relation sur les réseaux sociaux. Hug. Il était plus de 2 heures du matin quand Lina est sortie de sa chambre, les cheveux en bataille. Elle m'avait entendu rentrer et voulait vérifier si j'allais bien. Quand je lui ai dit que le mariage était annulé, elle s'est simplement assise à côté de moi et a passé un bras autour de mes épaules. On est resté comme ça jusqu'au lever du soleil, sans dire grand-chose, juste à exister dans l'étrangeté de ma nouvelle réalité. Ce matin, je me suis réveillé avec un message de Dominique demandant si on pouvait se voir pour discuter des aspects pratiques, le bail de l'appartement, la séparation de nos finances, le partage des meubles qu'on avait achetés ensemble. Si adulte, si définitif. J'avais aussi un message d'Elliot, me demandant quand il pouvait venir m'aider à emballer mes affaires, mon frère, toujours aussi pragmatique. Et un message de ma mère qui, ayant entendu la nouvelle par une cousine qui suit Karina sur Instagram, voulait savoir si elle devait annuler son vol pour le mariage. La bague me semble lourde au doigt maintenant. Je la tourne nerveusement, un tic dont je ne m'étais même pas rendu compte. C'est un design simple, un diamant rond sur un anneau en or blanc. Rien de tape à accent grave-l'œil, ni d'extravagant. Dominique l'avait choisie parce qu'elle était classique, comme notre relation. L'ironie ne m'échappe pas. J'ai appelé la salle de réception ce matin. La coordinatrice a été compatissante mais ferme. L'acompte n'est pas remboursable à ce stade. 8 000 $ partis en fumée. De l'argent qu'on avait économisé pendant plus d'1 an. Des vacances sacrifiées, des vêtements non achetés, des dîners évités. Mon côté pragmatique souffre de ce gaspillage. Mon côté émotionnel s'en fiche totalement en ce moment.
Karina m'a envoyé un message, elle a trouvé un photographe qui pourrait accepter de transférer notre acompte sur un autre événement. Valérie s'est proposée pour informer la famille de l'annulation afin de m'épargner ces conversations gênantes. Des petites attentions dans ce chaos. Paul, sans surprise, a envoyé un message d'excuse bidon, ces choses arrivent pour une raison. Tu trouveras quelqu'un de mieux adapté un jour. Je l'ai supprimé sans répondre. Maria a envoyé un court message, exprimant ses regrets et assurant encore qu'il ne s'était rien passé. Bizarrement, je la crois. Elle semble être une victime collatérale dans tout ça, une projection facile pour les peurs de Dominique et la manipulation de Paul. Le plus dur, ce sont les rappels du quotidien. Le classeur de planification du mariage dans mon sac. La playlist Spotify qu'on préparait pour la réception. Le dossier voyage de noces sur mon ordinateur. Des fragments d'un futur qui n'existe plus. Lina m'a suggéré de prendre un jour de repos au travail. Mais j'ai décidé d'y aller. Rester à la maison à faire défiler Reddit et à trop réfléchir me semblait pire que la distraction de répondre au téléphone et de classer des dossiers d'assurance. Mes collègues ont été heureusement normaux. Soit ils ne sont pas encore au courant, soit ils font semblant de ne pas remarquer mes yeux bouffis et l'absence de ma bague de fiançailles. Je rencontre Dominique demain dans un café pour échanger les clés et discuter de l'appartement. Il a accepté de partir puisque mon nom est sur le bail, et il pourra loger temporairement chez son cousin. Encore une conversation pratique dans le processus de démantèlement d'une relation. Une partie de moi n'arrive toujours pas à croire que tout cela arrive. Le mois dernier, nous débattions des chansons de la réception et testions des saveurs de gâteau. Maintenant, nous partageons les appareils de cuisine et décidons qui garde la PlayStation. Je repense souvent à ce que Valérie a dit lors du dîner, les fins ne sont jamais propres ni parfaites. La plupart du temps, elles sont désordonnées, tristes et compliquées. Elle en sait quelque chose. Elle a reconstruit sa vie après le départ du père de Dominique, élevé seul 2 enfants, et a fini par retrouver le bonheur. La voir aujourd'hui, épanouie, on ne devinerait jamais qu'elle a traversé une telle douleur. Peut-être que cela me donne un peu d'espoir. Pour l'instant, je prends les choses un jour à la fois. Demain, je gérerai l'appartement et les finances. La semaine prochaine, je commencerai à chercher un nouvel endroit où vivre. L'avenir au-delà de ça est flou, mais il existe. Karina vient de m'envoyer un message pour me proposer un café ce week-end. Elle a mentionné que Kenzo, un vieil ami de leur famille, m'offre son chalet de vacances si j'ai besoin de m'éloigner pour me vider la tête. Le soutien de la famille de Dominique est inattendu mais profondément apprécié. Je ne sais pas encore si j'accepterai l'offre de Kenzo. Une partie de moi veut fuir dans un endroit calme pour tout digérer. Une autre sait que j'ai besoin de mon entourage en ce moment. Lina avec sa compassion pragmatique, Elliot avec son énergie de grand frère protecteur, même Valérie et Karina avec leur loyauté compliquée. Ce que je sais, c'est que je ne consulterai plus mon application de compte à rebours pour le mariage, je n'épinglerai plus d'idées de décoration de réception, ni ne m'entraînerai à signer avec le nom de famille de Dominique. Cet avenir n'existe plus. Et bien que je ne sache pas ce qui m'attend, je commence à croire qu'il y aura quelque chose. Mise à jour 4. C'est étrange d'écrire cette dernière mise à jour depuis mon nouvel appartement. Cela fait 3 mois que ce dîner de famille a mis fin à mes fiançailles. 3 mois à reconstruire ma vie de façon que je n'avais jamais imaginée. Certains d'entre vous ont envoyé des messages demandant une mise à jour, alors la voici. Le bon, le mauvais et l'inattendu. D'abord, les aspects pratiques. Dominique a quitté notre appartement partagé une semaine après la rupture. Elliot et Lina m'ont aidé à emballer ses affaires pendant qu'il était au travail, les laissant soigneusement étiquetés dans le salon pour qu'il les récupère. C'était surréaliste de diviser 5 ans de vie commune à lui, et à moi. La cafetière qu'il avait reçue pour son anniversaire, le plaid que j'avais acheté lors de notre week-end dans cette petite ville de montagne, les photos encadrées que nous avions accrochées partout. L'appartement semblait vide après son départ, comme un décor de théâtre plutôt qu'un foyer. J'ai tenu 2 semaines de plus avant que la gestionnaire de bail accepte de me laisser rompre le contrat en payant un mois supplémentaire. L'argent en valait la peine pour échapper aux fantômes de notre relation qui hantaient chaque pièce. Trouver un nouvel appartement a été plus difficile que prévu. Le marché de la location est impitoyable en ce moment, et mon budget en tant que célibataire est nettement plus serré. J'ai finalement trouvé une pièce à l'autre bout de la ville, plus loin du travail, mais avec un minuscule balcon où j'ai commencé à faire pousser des herbes aromatiques dans des pots bon marché. Le basilic meurt constamment, mais l'amande prospère envers et contre tout. J'y vois un symbole. Financièrement, c'est une sacrée adaptation. Nos dépenses partagées reposent soudainement entièrement sur moi. L'assurance auto, les abonnements aux plateformes de streaming, même les courses coûtent plus cher quand on cuisine pour une seule personne. Je suis devenu cette personne qui utilise des coupons, achète des marques distributeurs, suit ses dépenses sur un tableau Excel et réfléchit à 2 fois avant de commander à emporter. Des choses d'adultes que je ne pensais jamais avoir à apprendre à 29 ans. Les prestataires du mariage ont été étonnamment compréhensifs. La salle a gardé notre acompte mais a envoyé un mot gentil me souhaitant du bonheur. Le fleuriste a remboursé la moitié de notre paiement malgré sa politique de non-remboursement.
Le DJ m'a recommandé son frère, qui travaille dans un centre de thérapie, un geste inattendu mais touchant. La bague de fiançailles repose dans mon tiroir, dans sa boîte d'origine. Dominique m'a dit que je pouvais la garder ou la vendre, qu'il ne voulait pas la reprendre, question de mauvais karma. Je ne sais pas encore quoi en faire. Certains jours, je l'oublie complètement. D'autres, j'ouvre la boîte et je la regarde, me demandant comment un objet si petit pouvait représenter des promesses si grandes. Les réseaux sociaux ont été une épreuve en soi. J'ai attendu 2 semaines avant de changer mon statut relationnel, redoutant l'avalanche de questions. Quand je l'ai enfin fait, à 2 heures du matin un mardi, les notifications ont afflué malgré tout. Des amis bien intentionnés avec leurs messages, que s'est-il passé, des parents éloignés m'offrant leurs prières, d'anciens camarades de classe avec qui je n'avais pas parlé depuis des années, surgissant soudainement dans mes messages privés avec une fausse compassion qui ressemblait davantage à de la curiosité. J'ai posté un bref message vague sur une décision mutuelle et la nécessité de respecter ma vie privée, puis j'ai coupé les notifications et lancé mon téléphone sur le canapé. Plus tard, j'ai publié une simple photo de mes nouvelles clés d'appartement avec la légende « Nouveau départ ». Moins de mentions « J'aime » que mon annonce de fiançailles, mais bien plus authentique. Et Dominique ? Nous avons parlé quelques fois depuis la rupture, principalement pour régler des détails pratiques. Du courrier arrivé à la mauvaise adresse, le compte de stockage cloud partagé que nous avions oublié de séparer, le retour d'une friteuse empruntée à sa sœur. Chaque conversation a été cordiale mais tendue, comme 2 connaissances forcées de faire la conversation dans un ascenseur. Il travaille toujours dans la même entreprise, et toujours ami avec Paul, bien que Karina m'ait dit qu'ils se sont récemment disputés, et il vit toujours chez son cousin. D'après les rumeurs, autrement dit, Karina, la situation avec Maria est devenue gênante après notre rupture. Elle a demandé à être transférée dans une autre équipe et est devenue froide avec lui depuis qu'elle a appris toute l'histoire. La plus grande surprise est survenue le mois dernier lorsque Dominique m'a envoyé un message pour me demander si nous pouvions nous voir. Nous ne nous étions pas revus en face à face depuis l'échange des clés à l'appartement, et une partie de moi était curieuse de savoir ce qu'il voulait. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de mon nouvel appartement, un terrain neutre avec plein de témoins, comme Lina l'a suggéré à moitié en plaisantant. Il avait l'air différent, plus maigre, avec des cernes plus prononcées sous les yeux, portant une chemise que je ne reconnaissais pas. Les 10 premières minutes ont été un échange maladroit sur le travail et la météo. Puis il a sorti un carnet. « Je vois quelqu'un », a-t-il dit. Mon cœur a raté un battement avant qu'il ne précise. Un thérapeute, je veux dire. Le carnet faisait partie de sa thérapie, un journal de réflexion quotidienne sur les schémas et comportements qu'il voulait changer. Il avait analysé sa relation avec son père, son amitié avec Paul et la manière dont il m'avait traité. Il ne m'a pas demandé de pardon ni de réconciliation. Il voulait simplement que je sache qu'il travaillait sur lui-même. J'aurais dû faire ça il y a des années, a-t-il admis. Peut-être que les choses auraient été différentes. C'était la première fois que je le voyais aussi lucide sur lui-même, et je me suis surprise à espérer sincèrement que la thérapie l'aiderait. Pas pour moi, ce bateau-là a déjà coulé, mais parce que traîner autant de traumatismes familiaux non résolus doit être épuisant. Avant que nous ne nous séparions, il a mentionné avoir entendu dire que j'étais toujours proche de sa mère et de sa sœur. Je suis content, a-t-il dit. Elles ont besoin de bonnes personnes dans leur vie. C'est l'un des aspects les plus étranges de cette rupture, maintenir des liens avec la famille de Dominique tout en me détachant de lui. Valérie m'envoie un message chaque semaine, généralement des mèmes drôles ou des nouvelles de son jardin. Karina et moi prenons le petit déjeuner un dimanche sur 2 dans un petit dîner à mi-chemin entre nos appartements. Elles ont fait attention à ne pas me mettre dans des situations inconfortables ni à trop me parler de Dominique, respectant les limites que j'ai posées. Quant à moi, j'aimerais dire que cette rupture m'a apporté une révélation profonde, que je me suis retrouvé à travers ce chagrin. La réalité est plus chaotique. Certains jours, je me sens libéré, soulagé de ne pas avoir épousé quelqu'un capable de me blesser aussi facilement. D'autres jours, généralement quand mon chauffe-eau fait des siennes ou quand je n'arrive pas à attraper quelque chose sur l'étagère du haut que Dominique aurait attrapé sans problème, je regrette le confort pratique d'être en couple. J'ai commencé une thérapie aussi. Pas à cause de la rupture en elle-même, mais parce qu'elle m'a fait prendre conscience de tout ce que j'avais sacrifié dans cette relation. Tous ces signaux d'alerte que j'avais ignorés parce qu'ils étaient enveloppés dans la familiarité rassurante, toutes ces parties de moi que j'avais mises de côté pour faire de la place aux besoins et insécurités de Dominique. Ma thérapeute m'a suggéré de retrouver ces aspects de moi-même que j'avais perdus en chemin. J'ai recommencé à faire de la randonnée le samedi matin, une habitude que j'avais abandonnée parce que Dominique se plaignait toujours des réveils trop tôt le week-end. L'idée de sortir à nouveau avec quelqu'un me semble lointaine, même si mes collègues commencent à me parler de ce mec génial qu'ils veulent me présenter. Je ne suis pas prête. Peut-être dans quelques mois, peut-être plus tard. Pour l'instant, j'apprends encore à être bien seul avec moi-même. Le développement le plus inattendu est venu de ce qui aurait dû être la tâche la plus triste, annuler notre lune de miel. Nous avions réservé un séjour de 10 jours sur la côte, dans un petit cottage avec une terrasse donnant sur l'océan. Non remboursable, bien sûr. Pendant des semaines,
J'ai ignoré le rappel dans mon calendrier, incapable d'affronter la perte de cet acompte en plus de tout le reste. Puis Lina a suggéré quelque chose d'audacieux. Pars quand même, seule. Tu n'as jamais voyagé toute seule, m'a-t-elle fait remarquer. Peut-être que c'est le moment. Au début, l'idée m'a terrifié. 10 jours seul dans un cottage romantique conçu pour deux. Ça ressemblait au début d'un film indépendant un peu triste. Mais plus j'y réfléchissais, plus cela me tentait. Je pourrais me lever quand je veux, explorer sans compromis, lire un livre entier d'une traite si j'en avais envie. Alors, c'est là où je vais la semaine prochaine, dans un cottage de lune de miel, en solo. J'ai préparé 3 livres de poche, téléchargé quelques podcasts et craqué pour un nouveau maillot de bain choisi entièrement pour son confort plutôt que pour l'image qu'il renverrait à quelqu'un d'autre. Ma mère pense que je suis folle. Elliot m'a proposé de m'accompagner pour une partie du séjour. J'ai décliné. Karina m'a suggéré de télécharger une application de rencontre, juste pour voir ce qui existe. Peut-être. Mais probablement pas. Je ne sais pas ce que je vais trouver dans cette non-lune de miel. Peut-être de la clarté, peut-être encore plus de questions. Certainement un coup de soleil, connaissant ma malchance avec la crème solaire. L'autre jour, je faisais mes courses quand notre chanson a retenti dans les haut-parleurs du magasin. Il y a 3 mois, j'aurais fui dans le rayon des surgelés, les larmes aux yeux. Cette fois, j'ai juste ressenti un léger pincement, comme lorsqu'on appuie sur un bleu presque guéri. Progrès, pas perfection. Je ne vais pas prétendre que j'ai tout compris. La douche de mon nouvel appartement a des variations de température mystérieuses. J'ai tué un autre plant de basilic hier. Je prends encore parfois mon téléphone pour envoyer un message à Dominique sur un truc drôle, avant de me rappeler que nous ne faisons plus ça.